Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 4e et dernier cours de cette année de la chaire Neurobiologie et Immunité. Dialogue avec le corps, comment les cellules immunitaires interagissent avec l'activité neuronale. Alors je vais juste remettre un petit peu en contexte, dans quel contexte ce 4e cours se place. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à un concept qui est en émergence, il faut bien le dire, qui s'appelle l'immunoception et qui est vraiment finalement comment est-ce que, comment est-ce que le cerveau perçoit un état global du système immunitaire et est capable de réguler donc les fonctions de ce système immunitaire en périphérie. Et ce 4e cours s'inscrit dans un cursus de ces cours où on a vu que, même si historiquement, système immunitaire et système nerveux ont été étudiés en parallèle, bien que ce soit deux grands systèmes qui régulent la manière dont on interagit avec le monde externe et la manière dont on régule nos organes, ces deux systèmes interagissent. Et s'ils ont été étudiés en parallèle, c'est largement, initialement, à cause du fait que le cerveau est considéré comme un organe un petit peu en dehors du système immunitaire, protégé par une barrière qui est modulable, la barrière hémato-encéphalique, mais qui filtre, régule la manière dont les cellules immunitaires qui sont dans la circulation sanguine n'entrent pas, ne patrouillent pas donc cet organe, le cerveau. Donc l'idée que c'était un organe immunitairement relativement, on va dire, pauvre, avec quelques cellules immunitaires dans le cerveau, dont on a parlé les années précédentes, et beaucoup de cellules immunitaires situées à la périphérie, dans les méninges ou dans d'autres régions. Et on a vu au cours des cours précédents qu'il existe de nombreux exemples connus depuis longtemps d'interactions entre ces deux systèmes. Les signaux inflammatoires sont impliqués dans la douleur, mais aussi le comportement de maladie, c'est-à-dire l'ensemble de modifications comportementales associées au fait d'être malade, déclenchées par une infection ou une infection virale, bactérienne, etc. Et à l'inverse, que le cerveau, via la régulation du stress, des stress qui peuvent être des blessures, mais aussi des stress d'ordre psychologique ou d'autres origines, peuvent réguler donc le système immunitaire. On a vu que ces interactions, elles reposent sur l'existence en fait d'un dialogue moléculaire possible, c'est-à-dire que les signaux qui sont utilisés par les neurones pour dialoguer entre eux, comme les neurotransmetteurs et leurs récepteurs, qui sont utilisés au point de contact entre des neurones, les synapses, peuvent être produits, aussi bien les neurotransmetteurs que les récepteurs, par les cellules du système immunitaire, et à l'inverse, les cytokines ou d'autres facteurs produits et utilisés par les cellules immunitaires pour dialoguer entre elles peuvent être produites, et les neurones ont également des récepteurs pour ces cytokines. Et donc en fait, on a une régulation ou un dialogue possible à l'échelle moléculaire. On a vu plusieurs exemples entre neurones, cellules immunitaires, neurones, etc., qui peuvent vraiment faire intervenir autant des composés et des récepteurs qui sont traditionnellement associés au système nerveux qu'au système immunitaire. Au-delà de ce dialogue moléculaire, il y a des grandes voies de communication. On en reparlera aujourd'hui. Le système nerveux somatique qui connecte l'ensemble du corps et notamment de la peau et d'autres organes à la moelle épinière via notamment ici des neurones sensoriels dont le corps cellulaire est situé dans les ganglions rachidiens, et puis le système nerveux autonome qui lui régule les fonctions viscérales, les fonctions des organes de manière non consciente, système sympathique qui va déclencher une mobilisation des différents organes, c'est-à-dire par exemple dans le contexte du rythme cardiaque, une augmentation du rythme cardiaque, et un système dit parasympathique qui est en pleine reconsidération sur un plan développemental et organisationnel, qui est plutôt impliqué dans un retour au repos. Donc un système nerveux somatique et autonome. Il existe aussi, qui vont donc relayer et médier les interactions entre la périphérie et le cerveau, et qui peuvent médier, relayer des informations liées au système
au système immunitaire. Il existe aussi des voies qui ne sont pas nerveuses, mais qui sont humorales, c'est-à-dire passant par la circulation sanguine, et c'est quelque chose qui est très bien illustré dans le contexte du stress. Donc dans le contexte du stress, encore une fois, on va avoir des voies qui vont être plutôt nerveuses, où on va avoir une activation de certaines structures du cerveau qui vont aller activer des noyaux du cerveau, et notamment dans l'hypothalamus, ensuite dans le tronc cérébral, on y reviendra, la formation réticulée, et qui va déclencher l'activation de ce système sympathique, qui va notamment déclencher la production de noradrénaline et dans les glandes surrénales d'adrénaline, qui va mobiliser tout l'organisme. Et en parallèle, on a une voie qui, celle-là, est, on va dire, en partie humorale, une activation de noyaux dans l'hypothalamus, mais cette fois-ci qui va conduire à l'activation de neurones dans l'hypophyse et au relargage de molécules circulantes qui aboutissent à la production de cortisol, de corticostérone chez l'homme et qui vont être cette fois-ci anti-inflammatoires. Donc des possibilités de voies nerveuses, mais aussi de voies humorales. Et au-delà de ces dialogues avec différentes régions, donc entre le cerveau et la périphérie, on s'est vraiment intéressé au cours de la semaine dernière à ce qui se passe dans la peau, qui est finalement cette surface d'interaction entre le milieu intérieur et le milieu extérieur d'un organisme. Et on a vraiment pu décortiquer qu'il existe de très nombreuses interactions entre système nerveux et système immunitaire dans la peau, qu'on a découvert tout au long des années avec beaucoup de découvertes ces dernières années, totalement fondamentales. La première, c'est que les neurones sensoriels qui innervent la peau et qui sont responsables par exemple du toucher, mais de la perception de la chaleur, de la température, d'autres stimuli nerveux, et de la douleur, une partie de ces neurones ont une caractéristique qui s'appelle le réflexe axonal. C'est que s'ils sont stimulés d'un côté, ils vont non seulement transmettre cette information à la moelle épinière et au cerveau, par exemple un stimulus de douleur, mais ils vont également transmettre l'influx nerveux sur une branche périphérique, ce qui va conduire à la production, ou en tout cas au relargage local de molécules qui vont agir sur des cellules du système immunitaire présentes dans la peau. Et notamment, ce réflexe axonal est à la base de quelque chose de très important qui s'appelle l'inflammation neurogène, c'est-à-dire que l'activation de certains neurones, par exemple dans la peau, peut être suffisante pour déclencher une inflammation. Et ici, par exemple, le relargage des molécules, ça peut être des neuropeptides, par exemple la substance P, qui vont agir sur des cellules immunitaires comme les mastocytes qui sont essentiels dans la réponse allergique, qui vont dégranuler et relarguer des neuromédiateurs inflammatoires. Et ça peut être le cas dans d'autres contextes avec d'autres neuropeptides qui, cette fois-ci, peuvent avoir un effet anti-inflammatoire également, donc des réponses complexes. Donc l'activation de neurones peut directement agir sur l'état local de l'inflammation. C'est pour ça que dans certains cas, quand on se fait mal et qu'on a des douleurs qui sont liées à des problématiques de neurones, des douleurs neuropathiques, on peut avoir une inflammation locale pour laquelle un des traitements de base ou essentiels, ça va être des anti-inflammatoires. Okay ? Donc une interaction vraiment croisée entre les neurones et les cellules immunitaires dans la peau. Une interaction croisée parce que ces cellules immunitaires, une fois qu'elles sont activées, elles peuvent relarguer des facteurs qui vont par exemple médier la douleur, mais aussi des facteurs qui dans d'autres cas ou dans d'autres types de neurones peuvent médier de la démangeaison. Et on a différents types de neurones qui vont relayer différents facteurs, mais la démangeaison peut également être un véritable problème, démangeaison chronique et associée à un grand nombre de pathologies dans la peau. Enfin, ce dialogue entre neurones et cellules immunitaires est, on va dire, sous haute surveillance, où il y a un troisième larron dans l'histoire, qui est l'environnement microbien, qui est présent dans la peau, aussi bien au niveau de la peau, aussi bien le microbiote cutané, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes avec lesquels nous vivons en harmonie, en symbiose,
en mutualisme parfois, mais aussi des pathogènes qui sont présents donc au niveau de la peau. Alors, on va dire le monde microbien, mais également d'autres composés, comme par exemple des irritants cutanés ou des facteurs qui peuvent causer des allergies. Et notamment, un facteur important dans les interactions neuroimmunitaires, c'est qu'il a été montré au cours de ces dernières années que les neurones sont également capables de reconnaître directement et de sentir directement la présence de certains micro-organismes présents au niveau de la peau, des pathogènes, mais aussi des micro-organismes commensaux, ou par exemple des champignons, et que donc la détection même de cet environnement microbien n'est pas un apanage des cellules immunitaires, mais peut passer directement par une activation ou une détection des neurones. Et donc on se retrouve vraiment avec des interactions croisées très importantes au niveau de la peau entre des neurones sensoriels, des cellules immunitaires locales et la présence ou des agents, en tout cas microbiens ou externes. On a vu aussi, dans ce contexte-là, que ça pouvait, de comprendre finalement ces interactions neuroimmunitaires et ce dialogue pouvait être essentiel pour développer des nouveaux agents thérapeutiques ou des nouvelles thérapeutiques dans le contexte de pathologies qui touchent la peau et par exemple la dermatite atopique ou l'eczéma qui touche un grand nombre de personnes où on a une présence de ce qu'on appelle le cycle démangeaison-grattage ou des petites lésions associées initialement à des ruptures ou à des petits défauts de la barrière de la peau qui peuvent laisser passer certains facteurs qui peuvent être reconnus par les cellules immunitaires, des irritants, des allergènes, mais aussi on peut avoir une production de cytokines, de protéases qui vont soit directement agir sur les cellules immunitaires, soit agir sur les neurones, qui eux-mêmes vont interagir dans un espèce de cycle, une interaction dans ce cas-là qui n'est pas vertueuse, et déclencher une démangeaison. La démangeaison, c'est une sensation un peu désagréable qui pousse à se gratter, action de grattage, on se gratte, qui va contribuer à nouveau à déréguler l'intégralité de la barrière épithéliale, qui va poursuivre donc de ce cycle très néfaste. Et ce qui a été bien montré, c'est que dans cette interaction ici, les facteurs qui vont permettre d'amplifier ce cycle et de réguler ce cycle sont des cytokines d'un type particulier qui ont été identifiées, notamment qui font partie des cytokines dites de l'immunité de type 2, mais peu importe, et qui donc agissent sur ces récepteurs, sur ces neurones sensoriels pour médier une démangeaison chronique. Et l'identification de ces cytokines, de ces interactions, a permis véritablement ces dernières années du développement de toute une batterie de nouveaux agents de biothérapie, notamment des anticorps bloquants pour ces différentes interleukines, ces différentes cytokines ou leurs récepteurs, qui sont aujourd'hui utilisés en clinique dans des cas vraiment où l'on ne peut pas traiter, on va dire, ces dermatites aiguës. Alors ça, c'est le cas dans le cas de l'eczéma, mais on va le retrouver dans d'autres pathologies, notamment l'asthme, d'autres pathologies liées à des allergies, et d'autres pathologies aussi de la peau qui sont liées à des démangeaisons chroniques. Ok, donc là, on est dans la peau où des interactions neuro-immunitaires régulent la réponse d'un organe à, on va dire, un contexte qui peut être la confrontation à des agents externes, des pathogènes, une réaction à une inflammation, etc., etc. Aujourd'hui, on va justement s'éloigner un petit peu de tout ça et repartir complètement, on va dire, à l'opposé. On va revenir à notre point de départ, c'est-à-dire le cerveau. On a vu donc que au niveau, on va dire, de la peau, d'un organe de détection sensorielle, nerveux, mais aussi d'interaction avec le monde extérieur où le système immunitaire est clé, on a des interactions croisées. Et on va maintenant, pendant ce quatrième cours, s'intéresser véritablement à mais comment est-ce que, justement, le cerveau peut ou ne peut pas, ou comment est-ce que
cet état d'activation du système immunitaire dans différentes régions, en périphérie, dans la peau, dans certains organes, va pouvoir être relayé au niveau du cerveau et interprété, incluse, régulée par des fonctions cérébrales qui vont pouvoir inclure autant, on va dire, des informations physiologiques pures et dures, que aussi un état mental, psychique, de motivation ou d'état, on va dire, d'état de comment dire, un état de, j'arrive plus à parler français, d'intégrer des émotions, un état émotionnel particulier dans un contexte corporel plus global. On va s'intéresser aujourd'hui à cette thématique et on va partir sur trois aspects différents. On va commencer à définir ce qu'est l'interoception. Et en fait, l'immunoception, c'est une variante de l'interoception, mais appliquée au système immunitaire. On va revenir sur les différentes échelles, justement, d'interaction entre des cellules immunitaires et quelle peut être l'implication pour, on va dire, la mémoire que l'on peut avoir des différents événements, soit d'inflammation, soit d'infection, soit d'activation du système immunitaire périphérique. Et on va revenir sur pourquoi et comment ce concept d'immunoception a été proposé. C'est encore une fois un concept qui est émergent, et voies qui sont associées et à quel point ça s'intègre dans un état plus global. OK ? Donc, on repart de la peau, on remonte vers le cerveau. Alors, l'interoception, c'est un concept qui est très ancien, qui a été formulé pour la première fois par Sir Charles Sherrington et qui a largement évolué. Donc, à l'époque, en 1906, où Sherrington l'a proposé, lui, il s'intéressait vraiment à l'anatomie du système nerveux périphérique. Il a beaucoup travaillé sur l'action, sur les boucles motrices, les réflexes, etc. Et donc, il définissait plusieurs types de complexes organes-innervation et qui définissait donc l'extéroception, des extérocepteurs, comme des organes sens qui recevaient des stimuli de l'extérieur. On voit bien ce que c'est, ça va concerner une bonne partie de l'organisme, et par exemple, on pourrait parler de la peau, mais il y en a d'autres. La proprioception, qui pour lui était reliée vraiment à l'interprétation de la position et des mouvements du corps dans l'espace. Et on l'a vu un tout petit peu quand on a décrit le système sensoriel. On a des neurones sensoriels qui sont directement en interaction avec les tendons, les articulations, les muscles, et qui vont être spécifiquement impliqués dans cette fonction. Et lui, ce qu'il disait, c'était que l'interocepteur était vraiment relié à l'état des organes internes et que ces structures sont connectées via des neurones qui passent par la moelle épinière et le tronc cérébral, et il faisait référence aux neurones sensoriels et aux neurones du système autonome dont j'ai parlé, donc les fibres nerveuses qui connectent les organes avec, on va dire, avec le cerveau. Alors cette terminologie, ce concept, finalement, c'est plutôt de la viscéroception, c'est-à-dire contrôler ou réguler ou interpréter l'état des organes internes. Alors il y a eu beaucoup de variations et d'évolutions. Par exemple, le goût, l'organe gustatif, la fonction gustative, en fonction des époques et de ce que l'on met dans l'interoception, a été considérée comme étant de l'interoception, pas de l'interoception, etc., etc. Donc c'est un concept qui a énormément évolué. Et aujourd'hui, donc on a eu différentes époques. On voit quand même que, on va dire, depuis les 10-15 dernières années, il y a quand même un regain d'intérêt vraiment pour essayer de comprendre comment est-ce que ces informations relatives à l'état du corps sont intégrées de manière plus générale dans les réponses physiologiques. Mais on a, depuis Sherrington, tout un tas de phases où il y a eu des intérêts particuliers.
On s'est rendu compte qu'il y avait donc, on va dire, certains réflexes interoceptifs, par exemple pour réguler la fonction cardiaque, pour réguler la température, etc., etc. On a aussi vu que les rythmes des différents organes, comme le rythme cardiaque, aussi celui de la digestion, avaient un effet direct sur les ondes cérébrales, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, et donc énormément d'effets. Aujourd'hui, la notion vraiment d'interoception, c'est vraiment un processus par lequel le système nerveux détecte, interprète et intègre, et ça c'est très important, les signaux qui proviennent de l'intérieur du corps, ce qui permet de donner une cartographie de ce qui se passe, du paysage interne, mais aussi finalement, on va dire, d'intégrer ces données dans la réponse comportementale globale. Et donc dans ce contexte-là, l'interoception, c'est vraiment aussi un facteur clé dans le contexte cognitif, émotionnel, obtenir une représentation physiologique globale de l'état du corps, principalement non consciente, parfois un petit peu consciente, et donc aussi, par exemple, d'être intégré dans tout ce qui peut être des réactions qui vont être des réactions, comment dire, d'homéostasie, mais aussi des attentes, comment dire, des urges en anglais, des pulsions, voilà, des pulsions, des réponses, donc de générer des réflexes, des besoins, des sentiments, des pulsions, et aussi des réponses adaptatives à des expériences globales vécues par l'individu. Et donc en fait, c'est véritablement notre comportement, la réponse globale d'un individu contrôlé par le cerveau, ça va vraiment être on va dire, une interaction entre ce que l'on considère maintenant comme étant l'extéroception, c'est-à-dire la perception de ce qui se passe dans le monde extérieur, mais aussi ce que l'on effectue, la réponse comportementale par laquelle on va moduler ce monde extérieur, et une interaction avec justement ce concept d'interoception où les sensations venant du corps sont perçues, intégrées, mémorisées. On va pouvoir avoir une réponse sur ce corps, mais on va aussi pouvoir avoir une interaction parce qu'en percevant ces différentes interactions, on peut agir sur le monde extérieur. Alors tout ça paraît complètement flou, mais par exemple, si vous avez été malade en buvant de l'eau qui provient d'un certain puits, vous allez éviter d'y retourner de manière systématique. Exemple. On a des comportements qui intègrent des données physiologiques internes qui correspondent à une détection interne de sensations du corps. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de bien, on va dire, de bien intégrer que ces différentes interactions sont des boucles et qu'on a des inputs sensoriels qui vont pouvoir relayer ce que l'on appelait une sensation de ce qui se passe à l'intérieur. On va avoir une action en retour. Par exemple, vous avez un problème de pression sanguine, vous allez avoir des chémosenseurs et différents récepteurs qui vont automatiquement réguler cette pression sanguine, la température du corps, etc., etc. En même temps, vous allez intégrer cette information via d'autres circuits, on va dire, dans des régions différentes du cerveau, qui vont vous permettre d'intégrer cet état interne à d'autres éléments cognitifs, émotionnels, en lien avec le monde extérieur. Et c'est ça qu'on appelle l'interoception. Okay ? Ce qui est très important aussi, c'est de bien voir cette réponse comme des boucles d'interaction successives. Par exemple, dans le cadre de la température, on va avoir la température extérieure, la température qui vient des organes, la température qui vient du cerveau, et on va avoir des réponses qui vont être adaptées à différentes structures pour moduler la température interne, donc la sudation, réguler différents effets, avoir différentes réponses à ces différents composés qui vont eux-mêmes boucler, etc., etc. Donc ce sont vraiment des boucles d'intercommunication entre le corps,
certaines parties du système nerveux central, moelle épinière, tronc cérébral, qui vont être relayées vers d'autres régions du cerveau, intégrées à d'autres paramètres, et on a ensuite une réponse comportementale adaptée. Et donc là, vraiment, on se retrouve dans un schéma, on va dire, très classique, presque évident, qui est qu'un organisme intègre toutes les données dont il dispose pour émettre une réponse comportementale ou une réponse physiologique adaptée à une situation donnée. Ok, donc ça pose forcément la question de quelles sont les voies qui vont permettre de remonter les informations vers le cerveau, les voies qui vont descendre en fait ou relayer les informations du cerveau jusqu'au corps et les circuits ou les structures qui sont considérées comme interoceptives. Alors je vais aller un petit peu vite parce qu'en fait, ce sont exactement, bien sûr, les mêmes voies que celles qu'on a vues dans le cours 2 sur les voies de communication entre le système immunitaire et le cerveau, mais ça permet de les remettre dans un contexte un petit peu différent. Alors les voies entrantes, on a encore une fois ces neurones sensoriels qui, on a vu, innervent la peau, mais aussi tous les organes. Et alors là, on ne sait pas très bien ce que font ces entrées sensorielles sur ces différents organes, mais comme on l'a vu, elles peuvent avoir un rôle assez important dans l'interaction neuro-immunitaire. Et puis d'autres types de neurones sensoriels, notamment des neurones sensoriels du nerf vague, dont on a pas mal parlé, qui vont innerver différents organes, les intestins, les poumons, entre autres, mais aussi les méninges et d'autres neurones sensoriels, des ganglions crâniens. Et donc, en fait, tous ces neurones sensoriels qui passent schématiquement soit par des neurones sensoriels, la moelle épinière, et puis qui remontent, soit par cette voie des ganglions crâniens, vont véhiculer une grande partie des informations qui viennent de la périphérie. On l'a vu, il n'y a pas que des voies nerveuses, il y a aussi des voies humorales qui passent par la circulation sanguine, où le cerveau est capable de détecter différentes cytokines, cellules immunitaires, signaux dans la circulation sanguine. Donc le cerveau est protégé par la barrière hémato-encéphalée, mais il y a des petits organes qui s'appellent des organes circonventriculaires qui sont situés dans différentes régions du cerveau. On les a ici sur une imagerie en IRM, où la barrière est régulée de manière un petit peu différente, elle est partiellement ouverte, et ces organes, ces neurones, peuvent sentir ce qui se passe dans la circulation sanguine. Donc il y a beaucoup de régions qui sont liées à la régulation, par exemple, de la prise alimentaire, ou différentes structures qui vont être très importantes dans ce contexte-là. Et puis une autre région qui s'appelle les plexus choroïdes, qui est une structure un petit peu particulière, qui produit le liquide qui baigne le cerveau, le liquide céphalorachidien, et qui est aussi une région dans laquelle des cytokines ou des cellules immunitaires peuvent avoir une entrée particulière et par exemple passer directement du sang dans ce liquide céphalorachidien qui baigne l'ensemble du cerveau. Donc avoir des effets, entre guillemets, un petit peu systémiques. Alors, au-delà de ces effets systémiques, je vous ai dit, il y a une grande partie des organes, des informations qui concernent les organes, les viscères, qui sont relayées par ce nerf vague, dont on a déjà pas mal parlé, c'est le 10e nerf crânien. Il y a 2 ganglions, et le noyau entrant principal, c'est le noyau du tractus solitaire, qui est dans le tronc cérébral. Ok ? Il y a des noyaux moteurs sortants, notamment le noyau moteur dorsal ou le noyau ambigu, donc c'est la voie sortante du nerf vague. Et là se pose une question. Si on pense à la perception, comment est-ce que le cerveau peut percevoir l'organisme ? On a des informations qui vont venir des intestins, des poumons, etc., qui vont tous aller sur ce petit noyau, le noyau du tractus solitaire, dans le tronc cérébral.
est-ce que finalement, on a dans le cerveau la capacité d'avoir une cartographie, une réponse cartographiée de ce qui se passe dans le corps? Est-ce que notre cerveau peut détecter que si on a quelque chose qui va bien, ça va être plutôt au niveau de l'intestin, du côlon, des poumons, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que dans le monde extéroceptif, c'est-à-dire comment on perçoit le monde environnement, on sait depuis très longtemps que finalement, on réagit, en tout cas le système nerveux, le cerveau, est organisé en cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les travaux initiaux de Wilder Penfield. Quand on prend le cortex, donc la partie du cerveau qui est dédiée à, on va dire, le toucher, le cortex somatosensoriel primaire, on sait qu'on a une carte de la représentation physique du corps. C'est-à-dire, si par exemple on stimule les neurones situés ici, on va avoir une impression de toucher qui est neck au niveau du cou. Si on se déplace un tout petit peu, on va avoir une autre région, etc. Et si on a des lésions dans ces régions, on perd la sensation de toucher associée à ces régions-là. Et donc, c'est ce que souvent on a la représentation d'un homme, alors souvent c'est un homme, mais ça date un petit peu, avec des grands bras, une grosse tête, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'homonculus sensitif, mais on a vraiment une carte de notre corps dans le cortex somatosensoriel. C'est ce qu'on appelle de la somatotopie, mais on va retrouver ça, par exemple, dans le cortex auditif. On a une carte des fréquences auditives. Au niveau du cortex visuel, on va avoir aussi des champs, etc. Donc une représentation véritablement physique du monde qui nous entoure. Et on va retrouver ces cartes également chez les rongeurs, puisque donc ces travaux, qui sont quand même largement en cours, sont une combinaison d'études fonctionnelles descriptives chez l'homme, et on commence à faire du fonctionnel, un petit peu d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais on repose beaucoup sur des approches expérimentales qui sont très largement réalisées chez des rongeurs, chez la souris ou chez les rats. Et par exemple, pour vous donner un exemple, une des cartes sensorielles les plus étudiées, ça va être la carte des moustaches ici de la souris. Donc ça, c'est un cortex cérébral de souris, et vous voyez qu'on retrouve ces petits champs de tonneaux ici. Chaque petit rond ici correspond à une des moustaches situées sur le museau du rongeur. Et quand on stimule chacune de ces vibrisses, moustaches, ces larges moustaches, on va avoir une activation localisée ici, dans cette région, qui permet à l'animal de se représenter les stimulations du monde externe. Okay ? Donc, dans le contexte extéroceptif, ces neurones sont organisés. On va retrouver une topographie, une organisation spatiale conservée dans ces noyaux sensoriels qui sont relayés dans différents noyaux, puis vers une structure dans le tronc cérébral, une structure essentielle qui centralise les informations sensorielles, le thalamus, et enfin, ça arrive dans le cortex. Donc la carte que je vous ai montrée, qui est présente dans le cortex cérébral, elle est présente, détectable et retrouvable à chacun des relais. Et donc, les chercheurs ont commencé à se demander, ok, toute cette information, finalement, elle est prise en compte, on se rend compte qu'il y a des interactions importantes, des signaux qui sont relayés. Finalement, est-ce qu'on a une carte des viscères de nos différents organes? Et donc, c'est des choses qui sont vraiment en train d'être faites. Vous voyez, ça, c'est 2022. Donc, c'est des choses extrêmement nouvelles où les chercheurs, en essayant de comprendre ce qui se passe, ont commencé à essayer de faire des stimulations locales dans différents organes. Donc, c'est de la stimulation, c'est pas de la douleur, c'est vraiment de la perception de ce qui se passe déjà uniquement dans différents organes. Donc, en faisant par exemple du stomach stretch, d'essayer de regarder comment les neurones répondent à une dilatation de différentes régions de l'estomac, etc., etc. Et donc, ils ont pu identifier effectivement qu'il y avait des neurones dans le ganglion vagal qui répondaient vraiment de manière très spécifique à différentes régions. Donc, on a une innervation
qui est spécifique, qu'on peut détecter, qu'on retrouve ici dans le tronc cérébral, je vous ai dit n'importe quoi, donc différents noyaux dans le tronc cérébral ici, dans le noyau du tract solitaire, qui vont répondre à des stimulations très différentes. Et on voit que tout ça est bien relayé par le nerf vague, puisque quand on fait une vagotomie, c'est-à-dire qu'on coupe ou qu'on perturbe le nerf vague, on voit que ces réponses sélectives disparaissent. Et on commence à définir et à comprendre des cartes d'organisation dans le noyau du tract solitaire, où différents neurones vont être capables de relayer des informations en lien avec différentes structures situées donc dans différents organes. Ça, c'est pour vous dire à quel point, sur l'interoception, on est loin derrière tout ce qu'on peut connaître sur l'extéroception, c'est-à-dire l'intégration, la manière dont le système nerveux est capable de détecter et de se représenter le monde extérieur. Et c'est un champ, comme vous l'avez vu, il y a énormément de publications, on va dire ces 5-10 dernières années, mais c'est un champ qui est en train d'exploser parce qu'on commence à réaliser que, en effet, toute l'innervation des différents organes est relayée via le tronc cérébral à différentes structures et que ça a une importance dans l'ensemble des comportements et l'intégration des différentes structures. Donc des voies entrantes, nerveuses, qui, elles, peuvent avoir une organisation spatiale et relayer une information avec un contenu spatial, et des voies humorales, mais qui, elles, par essence, ne possèdent pas d'information spatiale, puisqu'on va avoir des signaux présents dans la circulation sanguine. Et par exemple, on sait que dans ces voies, on va dire, non sélectives, il va y avoir par exemple des réponses qui vont être induites comme la fièvre, qui n'ont pas forcément besoin d'informations spatiales, alors que d'autres types d'informations ou de réponses qui vont être produites requièrent une information nerveuse rapide et localisée qui va permettre d'avoir une réponse donc localisée. Ok, donc ça c'est vraiment les voies, on va dire les voies entrantes. Les voies descendantes, on va retrouver exactement les mêmes. Donc les voies descendantes, c'est le système nerveux autonome, principalement le système sympathique et aussi le système parasympathique, enfin dit parasympathique, mais qui est encore une fois en pleine évolution, et ce système ici sympathique, qui est plutôt un système de mobilisation en lien avec l'adrénaline, etc., mais aussi, encore une fois, cette voie non nerveuse, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui va produire la corticostérone. Donc, simplement l'axe autonome sympathique, des chaînes de ganglions, les neurones situés dans la moelle épinière, qui innervent principalement une chaîne de ganglions sympathiques, qui vont eux-mêmes innerver les organes. Le neuromédiateur utilisé, c'est la noradrénaline pour cette deuxième vague, et l'adrénaline qui est produite au niveau des surrénales. Ok. Donc une innervation ou une mobilisation qui peut être croisée entre une voie nerveuse et une voie humorale. Alors maintenant qu'on a un petit peu une idée de ce qui va permettre ce dialogue entre le corps et la périphérie, quelles sont les voies dans le cerveau qui vont être importantes? Donc vraiment, tout converge sur le tronc cérébral, cette partie postérieure du cerveau, où on va avoir notamment des noyaux dont j'ai déjà parlé, qui sont les noyaux du tract solitaire, l'entrée du nerf vague, mais aussi le noyau parabrachial, l'area postrema, etc. Donc une régulation croisée ici très importante au niveau de l'hypothalamus, et puis qui va être relayée vers d'autres régions, notamment le cortex insulaire, dont on reparlera énormément, qui est une partie du cortex latéral qui intègre une grande partie d'informations sensorielles, internes, externes et des états émotionnels différents. Mais aussi le cortex antérieur singulaire, qui joue un rôle important, même si on le comprend un petit peu moins bien, et j'en parlerai moins en ce qui concerne l'immunoception,
et le thalamus qui va relayer par exemple encore une fois des informations périphériques, d'autres régions, etc. Donc globalement, une vraie boucle de régulation au niveau du tronc cérébral qui va remonter vers, on va dire, des centres qui sont situés dans des régions différentes du cerveau, où là, elles vont pouvoir être intégrées avec des informations extéroceptives, une modulation émotionnelle, des informations limbiques, etc., avant d'avoir une réponse, avant d'avoir intégré ça et de faire une réponse. On a à peu près les mêmes noyaux et les mêmes réseaux qui ont été identifiés aussi bien chez l'homme en imagerie que de manière fonctionnelle chez le rongeur. Et donc on peut vraiment s'appuyer sur ces données pour essayer de construire des modèles et on va dire des concepts sur la manière dont marche ce système. Ok, donc vraiment des informations qui viennent de la périphérie, des informations qui descendent, qui vont pouvoir changer cet état, des boucles permanentes, on va dire une perception de ce qui se passe, mais aussi une véritable intégration avec d'autres types d'informations extéroceptives, l'état émotionnel, limbique, cognitif, pour aboutir à une réponse comportementale intégrée. Donc ça, c'est le concept d'interoception. C'est pas du tout spécifique au système immunitaire. Ça peut être un état global sur un retour des différents organes. Et donc, pour comprendre finalement pourquoi et comment est-ce que les chercheurs ont essayé de voir en quoi, on va dire, ou comment ce concept pouvait s'appliquer au système immunitaire, on va revenir sur les différentes échelles d'interaction entre le système nerveux et le système immunitaire pour essayer de comprendre à quelle étape particulière ces interactions peuvent revenir. Donc, je l'ai déjà dit, dans la peau, on a vraiment des interactions, et dans les organes, des interactions très locales, cellules immunitaires, système nerveux, ce schéma que j'ai déjà montré 3 fois, mais un dialogue entre le système nerveux et les cellules immunitaires, et un dialogue avec le microbiote. Ces interactions locales ne requièrent pas véritablement un passage par des parties plus centrales du système nerveux comme la moelle épinière ou le cerveau. Même s'il y a d'autres informations qui montent, mais on peut avoir des interactions croisées extrêmement locales. Et ça veut dire aussi, c'est également associé au fait que la mémoire du système immunitaire, par exemple, va être en partie, comme vous le savez tous, présente dans les tissus eux-mêmes et ne pas passer par le cerveau. Ça, c'est un exemple qu'on a vu dans la peau, où les neurones sensoriels ici vont être en contact avec des lymphocytes qui peuvent être primés pour avoir reconnu le staphylocoque doré. Et quand on a une lésion, on a en fait ces lymphocytes mémoire qui vont très rapidement être réamplifiés. Donc il y a une mémoire d'une exposition à ces bactéries et qui vont être clés pour organiser ou orchestrer ou promouvoir la réparation, par exemple, des neurones sensoriels. Donc on a une mémoire locale d'épisodes inflammatoires ou d'épisodes d'interaction neuro-immunitaire présentes dans les tissus. Et de manière similaire, on va retrouver la même mémoire d'épisodes infectieux dans les ganglions lymphatiques, dans les centres germinatifs, etc., etc. Donc l'immunité adaptative, celle qui est mobilisée dans le contexte de la vaccination, a bien sûr une mémoire, qui est sa mémoire immunitaire classique, et pour laquelle le cerveau n'est a priori pas directement impliqué. Par contre, il y a un autre type de mémoire locale, vraiment périphérique dans les tissus, qui est ce qu'on appelle trained innate immunity ou l'immunité innée entraînée. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on en a déjà parlé, mais le système immunitaire, il y a l'immunité adaptative, celle que l'on stimule dans un contexte de vaccination, qui va reconnaître de manière sélective certains antigènes. Et justement, la vaccination, on va donc permettre cette induction et ensuite une réactivation beaucoup plus rapide.
Et puis on a d'autres types de facteurs, de cellules, qui sont les cellules de l'immunité innée, qui, elles, sont capables de reconnaître des bactéries, des cellules infectées de manière générique et de répondre particulièrement assez rapidement à une infection, une inflammation, etc. Et donc l'idée que l'immunité innée, finalement, elle est toujours la même, et que l'immunité adaptative, c'est celle qui va permettre de s'adapter et de répondre de manière beaucoup plus directe. Et en fait, ce qui a été observé ces dernières années, c'est que quand on a, par exemple, une stimulation ici, une première stimulation, et qu'on a une deuxième stimulation, dans certains cas, on va pouvoir avoir un entraînement de cette immunité innée. Par exemple, dans certains contextes, on va avoir un pathogène ou une bactérie présente, une réponse donnée, et ensuite, en cas de deuxième exposition, une réponse qui va être amplifiée. À l'inverse, on peut avoir une tolérance. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est que finalement, on va pouvoir retrouver de manière locale une évolution des cellules immunitaires qui sont présentes dans les tissus, qui vont répondre de manière différente au cours du temps. Et là, une première intervention, une première régulation locale, éventuellement un rôle des cellules, on va dire neuronales, c'est que, je vous ai montré qu'il y avait une interaction croisée, la régulation par les nerfs des cellules immunitaires locales peut tout à fait contribuer à l'entraînement de cette immunité périphérique locale ou à la tolérance en agissant par exemple par l'inflammation neurogène et la régulation de ce concept. Donc on a déjà très localement une influence croisée entre le système nerveux, les cellules immunitaires et potentiellement une influence sur des effets de mémoire liés à l'inflammation. Une deuxième étape très locale, on remonte un petit peu plus haut, c'est finalement on va dire des réponses qui vont être de l'ordre d'actions réflexes. Ce n'est pas forcément exactement des réflexes, mais des actions réflexes. Et ça passe principalement par différents relais, mais dans le tronc cérébral, et on revient ensuite à une situation normale. Alors, qu'est-ce que c'est ce type de réflexe? Ça va être par exemple un ajustement de la pression sanguine, de la température, etc. Et on va retrouver exactement, c'est des réponses qui sont fixées, la température est a priori de manière physiologique est toujours la même, etc. Et on va ajuster de manière réflexe, sans incorporer d'autres éléments de type extéroceptif, cognitif, émotionnel à cette réponse. Par exemple, dans le cas du système immunitaire, ce qu'on a vu, c'est ce réflexe immunitaire cholinergique, notamment déclenché dans le contexte de sepsis, c'est-à-dire une énorme inflammation qui peut conduire à des défauts d'organes multiples, voire la mort. On va avoir une activation très rapide du nerf vague, qui va conduire très rapidement aussi, alors via un chemin qui passe par la rate, ça c'est sûr, qui va conduire à l'activation, au relargage de noradrénaline sur des lymphocytes T, qui eux-mêmes vont produire un neurotransmetteur, donc a priori plutôt quelque chose qui est produit par les neurones, mais peu importe, l'acétylcholine, qui va agir directement sur les macrophages pour diminuer leur capacité à produire des cytokines inflammatoires. Donc, dans un contexte où la réponse immunitaire et inflammatoire s'emballe de manière extrêmement démesurée, on a une boucle rapide, nerveuse, qui permet de shunter le processus et de diminuer drastiquement la réponse inflammatoire. C'est ce qui a été appelé le réflexe immunitaire, qui a été découvert par Kevin Tracy récemment et qui a, dans ce contexte-là, pour utiliser ce réflexe inflammatoire, qui est donc un réflexe, cette réponse ne va pas dépendre d'un état émotionnel, cognitif, d'une situation perçue, mais ce réflexe est à l'heure actuelle extrêmement utilisé pour diminuer la réponse inflammatoire dans
tout un tas de pathologies très différentes en agissant sur la stimulation du nerf vague, soit une stimulation électrique, soit par un petit stimulateur électrique, soit aussi d'autres stimulations avec des approches plus naturelles qui aboutissent à la stimulation de ce nerf. Et donc cette procédure, la manipulation en tout cas de ce réflexe est quelque chose qui est vraiment, on va dire, en train d'être largement développé pour un grand nombre de pathologies. Donc là, on est dans l'ordre des boucles réflexes avec une perception immunitaire et une réponse adaptative. Dans le contexte du comportement de maladie, donc je l'ai dit, l'ensemble des réponses comportementales liées à une infection, on va avoir différents symptômes très différents, la fièvre, le retrait, l'apathie, retrait social, le sommeil, diminution d'interaction, une perte d'envie de faire des choses, etc. Et dans ces différentes, on va dire ces différents symptômes, qui vont tous apparaître quand on est malade, quelle que soit la source de la maladie, certains de ces réponses vont être de l'ordre de ces arcs réflexes, notamment par exemple la fièvre. D'autres réponses peuvent aussi intégrer des éléments extéroceptifs et de comportements motivés. Et puis enfin, justement, on en parlait, l'idée que d'autres structures, au-delà, on va dire, d'autres régions que le tronc cérébral, vont être extrêmement importantes pour intégrer des informations venant du corps, venant des viscères, venant, on va dire, de ces aspects internes, de les intégrer, d'intégrer ces données sur un état interne avec l'état global pour ajuster la physiologie interne, mais aussi le comportement et la motivation. Encore une fois, par exemple, vous avez été très malade à cause d'une bactérie quand vous êtes allé boire de l'eau à tel endroit. À ce moment-là, vous allez avoir plusieurs réponses comportementales, probablement ne plus vouloir boire d'eau à cet endroit-là, mais également changer certaines habitudes comportementales en lien à ça. Donc quelque chose d'extrêmement, on va dire, intégré. Et donc pour ça, pour que ces informations, entre guillemets, issues du système immunitaire puissent être intégrées dans un contexte global, il faut passer ou faire intervenir d'autres structures. Un aspect clé, c'était déjà de se rendre compte que la réponse immunitaire peut vraiment être coordonnée ou en tout cas régulée par le conditionnement, un conditionnement de la manière dont Pavlov avait conditionné ses chiens. C'est-à-dire que quand on couplait un stimulus inconditionnel, qui était une immunosuppression à un stimulus neutre, comme de l'eau sucrée, on est capable de changer la réponse immunitaire, une immunosuppression, de déclencher partiellement une immunosuppression uniquement en donnant de l'eau sucrée après avoir fait cette étape de conditionnement. Et donc ça montrait vraiment une capacité du cerveau à réguler une réponse immunitaire de manière conditionnée en fonction d'un contexte et notamment en fonction d'une prédiction possible d'une évolution. Donc ce qui a été montré, c'est que finalement, ce conditionnement, ou en tout cas cette attente et cette modulation, passe par la prédiction et un neurotransmetteur clé et des circuits clés qui sont la dopamine, qui est un neurotransmetteur essentiel dans les circuits de la récompense et de la prédiction. Et maintenant, on a bien vu que certaines modulations, par exemple de la dopamine, sont extrêmement importantes dans ce qu'on peut considérer comme étant l'effet placebo. Et potentiellement, et ça c'est pas encore clair, mais peut-être un effet placebo qui pourrait, de manière effective, passer par une modulation du système immunitaire. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a été montré chez la souris, notamment par le laboratoire de Asia Rolls, qui a vraiment fait des expériences pilotes dans tout ce domaine, c'est que dans un contexte chez la souris, quand on booste le système de récompense et les circuits de la récompense,
en fait, on a une modification et une augmentation des capacités de la réponse immunitaire innée et adaptative périphérique. Donc ça, c'est des expériences qui ont encore une fois été permises grâce à l'utilisation de techniques dans des modèles expérimentaux où on peut activer sélectivement des neurones qui vont être présents dans les circuits de la récompense, ici l'aire ventrale tegmentale, et observer en périphérie l'activité de certains macrophages, de certains lymphocytes, et de constater que l'activité de ces cellules immunitaires périphériques peut être plus forte. Donc les chercheurs ont réalisé exactement le même type d'expérience, mais cette fois-ci dans des contextes où ils ont bloqué le système nerveux sympathique, ce qui a permis de montrer que en fait, cette activation et cet effet est médié par la voie nerveuse, l'activation sympathique des nerfs et un effet sur la réponse immunitaire périphérique. Donc un effet du système sympathique sur la voie périphérique locale, mais on sait également que ce système nerveux sympathique peut, via différents nerfs, aller moduler la réponse de l'immunité adaptative dans ici certaines structures qui sont les centres germinatifs pour promouvoir la production d'anticorps. Et on a vu aussi dans ce contexte-là que le stress et des stimuli de stress psychologique en fait vont être capables de moduler directement cette voie pour réaliser ce qui a été nommé une préparation immunitaire dans un contexte de stress qui peuvent être liés à de la contention des animaux, un isolement ou des choses de cet ordre-là, donc manipulables. On a une modification de la production d'anticorps avec une modification de l'activité des lymphocytes B. Donc, dans un contexte particulier, des circuits de la dopamine qui vont être importants pour la motivation, le conditionnement, on va dire un renforcement positif, peuvent agir sur l'immunité, mais également ici des circuits du stress qui vont pouvoir, via également des voies nerveuses, agir sur une stimulation ou une préparation immunitaire périphérique. Et également, ça peut passer par des voies donc nerveuses, mais également d'autres voies du stress comme des voies systémiques, dans un contexte, cette fois-ci, où on va avoir des circuits de la peur qui peuvent moduler différentes réponses, dont notamment des réponses immunitaires dans le contexte de certaines infections virales. Donc on se retrouve véritablement à avoir identifié des circuits qui sont des circuits interoceptifs qui peuvent moduler la manière dont le système immunitaire répond, soit de manière positive, motivationnelle, en lien avec la dopamine. Alors on peut se demander mais à quoi ça sert ? Mais on peut imaginer que dans des contextes, par exemple, de contextes particuliers dans le monde, on va dire dans le monde animal, ce qui a été montré, c'est que tout ce qui va être motivationnelle peut être particulièrement important dans le contexte d'une possibilité d'accouplement. Alors vous allez trouver ça un petit peu bizarre, mais dans le contexte de l'accouplement est en fait une période pendant laquelle on a plus de chances de faire face à une infection. Et il a été montré que on va dire dans la phase où l'individu, l'organisme, et là je ne parle pas d'une personne, c'est des expériences qui ont été faites chez les animaux, où l'animal sait qu'il va s'accoupler, on a une montée ou une préparation du système immunitaire à faire face à certains types d'infections ou d'inflammations. Et donc tout ce qui va être en lien avec on va dire le côté motivationnel ou prédictif dans ce contexte-là a une source éthologique de survie entre guillemets de l'animal, mais il y a d'autres circonstances ou d'autres contextes dans lesquels cet effet positif peut être important. Bon. À l'inverse, le stress, on voit bien dans un contexte de menace, dans un contexte où on sait par exemple qu'on est fait face à un danger, une montée ou une modulation du système immunitaire peut bien sûr être essentielle puisque là aussi
on sait qu'on va faire face à ce contexte-là. Donc, des adaptations d'un système immunitaire pour faire face ou pour intégrer tout ça dans des comportements où on va dire une réponse comportementale totalement intégrée et adaptée à des situations diverses. Et ce que le cerveau, dans ce contexte-là, amène au système immunitaire, c'est justement potentiellement une intégration de tout un tas d'informations qui vont être interoceptives, l'état de l'individu, le contexte dans lequel il se trouve, son propre état émotionnel, etc., etc. Alors, pourquoi parler d'immunoception et à quel point est-ce que c'est quelque chose de frappant? Est-ce qu'on peut identifier des circuits, des régions qui sont particulièrement importantes pour la régulation du système immunitaire? Et là, il faut repartir sur une notion qui est comment est-ce qu'on perçoit et on se souvient d'événements particuliers, comment le cerveau fait ça. Donc je vais juste repartir, vous redéfinir ce que c'est qu'une assemblée de neurones et notamment un engramme. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à un événement et qu'on essaye de s'en souvenir? On a des neurones qui vont commencer à être actifs et puis qui vont être activés dans une situation particulière. On sait que l'activation de ces neurones commence à être associée à un contexte et ce qui va se passer, c'est que les connexions entre ces neurones vont être renforcées par le fait qu'ils sont coactifs à un moment donné. C'est ce qu'on appelle une assemblée. Donc, et cette mémoire, là, cet assemblage, en fait, le fait que ces neurones soient coactifs va changer les connexions nerveuses entre ces neurones, c'est très plus épais, ce qui fait que par la suite, quand on a juste un petit événement ou une petite stimulation uniquement de l'un des neurones de cette assemblée, on va avoir réactivation de l'ensemble des neurones. Et c'est ce qui a vraiment été théorisé par différentes personnes, par notamment Donald Hebb, vraiment l'idée que c'est la coactivation, le renforcement de connexions nerveuses et la formation de ces assemblées qui est essentielle dans le processus de mémoire et les traces mnésiques. Et l'ensemble de ces neurones a été baptisé engramme, c'est-à-dire la trace physique d'un groupe de neurones qui peut incarner ou représenter un épisode, on va dire, de mémoire. On a vu aussi que ces neurones qui sont coactifs peuvent exprimer des neurones, des facteurs de transcription particuliers qui permettent de les localiser. Donc quand vous vivez quelque chose, quand vous vivez un événement sensoriel, vous avez des neurones qui vont se coactiver, ça va créer une trace mnésique ou un engramme. Et c'est comme ça que le cerveau perçoit le monde extérieur. Est-ce qu'il existe des régions dans le cerveau où on peut retrouver des engrammes ou des neurones coactivés ou des engrammes liés au système immunitaire? Là encore, c'est des travaux vraiment pionniers du laboratoire d'Asia Rolls qui ont montré, en fait, en utilisant le fait que ces assemblées, ces engrammes expriment ces facteurs de transcription, ici FOS, pour essayer de marquer et de capturer ces neurones qui sont coactifs. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cherché dans différentes régions du cerveau quels étaient les neurones actifs, coactifs, dans un contexte de colite aiguë qui correspond vraiment, qui est un modèle, on va dire, pour des inflammations de l'intestin qui sont associées, par exemple, qu'on retrouve dans des maladies chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou ce qu'on appelle irritable bowel disease, c'est-à-dire des syndromes d'inflammation chronique de l'intestin. Et donc d'essayer de regarder, dans ce contexte-là, pendant ces épisodes inflammatoires du côlon, quels sont les neurones qui sont coactivés et est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de cohérent là-dedans? Donc ils ont retrouvé bien sûr tout un tas de neurones coactivés, mais ils se sont particulièrement intéressés à une structure qui était ce fameux cortex insulaire dont j'ai parlé, qui est une région clé des signaux interoceptifs et qui permet l'intégration de différents signaux interoceptifs associés justement à la surveillance de tous les organes. Et c'est pour ça que c'est entre guillemets important de savoir dans quel contexte on place ces études,
C'est-à-dire que si on se disait juste, tiens, on va essayer de regarder, quand on stimule les cellules immunitaires, quelles sont les régions du cerveau, quand on a une inflammation, une infection, il y a énormément de régions du cerveau ou de neurones qui sont activées. Donc de pouvoir se placer dans des contextes différents permet vraiment d'aller regarder ça. Et donc ils se sont vraiment intéressés à cette région particulière du cortex insulaire. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que vraiment, quand on a des neurones coactifs, on est capable après, dans ce contexte-là, de laisser l'animal se remettre de cet épisode inflammatoire. Et puis, comme on a pu les attraper par le fait qu'ils étaient coactifs à un moment donné, on peut regarder ce qui se passe quand à ce moment-là, on les restimule. Donc, c'est des neurones qui ont été coactifs à un moment donné pendant une inflammation du côlon. L'inflammation se remet et on restimule ces neurones. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On recrée un épisode inflammatoire, un petit peu moins fort, mais tout de même très significatif, dans le côlon, exactement au même endroit, avec des caractéristiques similaires. Donc ça, c'est des expériences qui non seulement montrent qu'il y a des régions du cerveau qui, bien sûr, vont sentir ce qui se passe au niveau immunitaire périphérique, mais qui non seulement sont capables d'en faire des représentations internes cartographiées, et qu'on est capable, dans certaines régions du cerveau, de créer des engrammes, des représentations neuronales de ces épisodes inflammatoires qui sont donc totalement en lien avec le système immunitaire et qui sont localisés dans ces régions. Alors les chercheurs ont ensuite commencé à suivre ou à tracer ces différents neurones et ils ont vu qu'effectivement, à partir du côlon, ils sont capables de suivre par différentes étapes et de remonter jusqu'au cortex insulaire et que les neurones qui arrivent du côlon vont ensuite donc être exactement ceux qui vont être coactivés dans un contexte d'inflammation de cette région. Alors, ils ont fait énormément de contrôles. Ils ont regardé si on fait une activation globale de cette région, est-ce que ça crée une inflammation du côlon? Non, etc., etc. Et ce qu'ils ont ensuite fait, c'est finalement d'essayer de voir, dans un contexte d'inflammation répétée, de regarder s'ils étaient capables de limiter ou de bloquer cet épisode inflammatoire en stimulant, cette fois-ci en inhibant l'activation de ces neurones et ils obtiennent une inhibition partielle. Ça veut dire que non seulement les neurones sont activés dans cette région particulière du cerveau, mais qu'ils contribuent de manière active à induire ou maintenir un état inflammatoire dans cette région. Alors les chercheurs ont également montré que c'est le cas donc dans un modèle de colite ou d'inflammation du côlon aigu, mais également dans le cadre d'une inflammation du péritoine avec d'autres neurones qui sont activés dans cette région, etc., etc. Et alors là, ça a fondamentalement, entre guillemets, c'est un changement véritable de paradigme, avec l'idée que véritablement on peut avoir une région du cerveau qui, comme dans un contexte de mémorisation ou de détection externe d'un stimulus extéroceptif, est capable de coder via un ensemble de neurones actifs déjà une inflammation, mais que cette assemblée est ensuite importante ou participe à la réponse inflammatoire qui va être effective dans cet épisode local. Et donc on a des boucles non seulement véritablement de détection, de codage, mais aussi de stimulation et de participation active de ces régions cérébrales dans la régulation du système immunitaire. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que cette région, ce cortex insulaire, est véritablement une région du cerveau qui va permettre d'intégrer énormément d'informations qui vont venir de régions en lien avec d'autres aspects du corps et de la périphérie,
des aspects extéroceptifs, mais aussi des stimulus émotionnels, du stress ou différents stimulus en lien avec l'état global de l'individu. Et donc on va véritablement se retrouver avec, on va dire, une circuiterie interne qui va permettre de réguler, remonter des signaux sensoriels dans cette région, les relayer ensuite vers ce cortex insulaire, mais le cortex insulaire va intégrer donc cette modulation, ces signaux, avec tout un tas de stimuli qui vont venir, par exemple, de ces différents noyaux, pour les intégrer et pour ensuite faire une réponse adaptée. Alors, dans le contexte d'une défense immunitaire, on voit bien à quel point c'est vital. Dans le contexte de l'inflammation du côlon, dont je vous ai parlé à la fin, on peut voir aussi très bien comment et pourquoi est-ce que, on va dire, une régulation maladaptative de ces processus peut contribuer à des pathologies, et notamment des pathologies inflammatoires chroniques, comme celles que l'on va retrouver au niveau du côlon, mais aussi comme celles, par exemple, qu'on a vues de la peau, de l'eczéma et d'autres pathologies, etc. Et que comprendre comment est-ce que ce cortex insulaire peut intégrer des informations immunitaires, mais aussi des informations en lien avec le stress, finalement, va pouvoir être très important pour développer des approches un petit peu différentes, en tout cas mieux comprendre différents aspects en lien avec la réponse immunitaire et le contrôle, la manière dont le cerveau peut réguler et contrôler cette réponse immunitaire. Et ça, encore une fois, ça peut être très important pour différentes pathologies, des pathologies chroniques, mais aussi pour développer d'autres approches. Notamment, j'en parlais, mais la stimulation du nerf vague est en ce moment en train d'être développée pour un grand nombre de pathologies inflammatoires chroniques. Et l'idée aussi va être de réguler potentiellement ces signaux internes pour essayer de mieux comprendre notamment la contribution du stress ou d'autres aspects au développement des pathologies. Donc un concept moderne d'interoception en lien avec l'extéroception qui permet, dans le meilleur des mondes, de préparer au mieux un système immunitaire pour faire face à des dangers extérieurs, mais également dont des dérégulations ou des modifications maladaptatives peuvent participer à des maladies chroniques diverses et variées. Donc aujourd'hui, on est vraiment passé, depuis la semaine dernière, où on regarde des interactions très locales dans la peau, à essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau est capable de percevoir le système immunitaire de manière très locale, de manière réflexive avec des réponses réflexes, à une véritable, on va dire, intégration des réponses immunitaires et de l'état immunitaire du corps et notamment des organes dans des réponses plus intégrées. Il existe donc des régions qui vont être importantes et des régions du cerveau qui vont être importantes pour ce processus. Donc ce terme immunoception est pas encore, on va dire, textbook, classique, c'est un concept émergent, mais l'idée que vraiment le cerveau et le système nerveux sont capables en permanence de monitorer l'état du système immunitaire et d'avoir des réponses adaptées à ce qui se passe est véritablement en train d'émerger d'un ensemble de données chez l'animal et chez l'homme et sans aucun doute que ça va continuer dans les années à venir. Alors, le cours s'arrête cette année sur cette thématique, mais l'année prochaine, on va vraiment s'intéresser à d'autres aspects de ces interactions. On s'intéressera au sommeil, par exemple, au rythme circadien. On s'intéressera aux interactions entre les intestins et le cerveau. Et on continuera à regarder comment est-ce que les interactions neuroimmunitaires peuvent réguler différents aspects de la physiologie. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, d'avoir été là.